Bonjour à tout le monde, mon nom est Bachir Kanouté. Je suis le secrétaire général de l'OIDP pour la région Afrique. Vous savez que l'OIDP est une organisation mondiale et dans différents continents, ils ont des bureaux, Alors nous représentons la région Afrique avec une représentation sur 31 pays. Et dans ces 31, nous avons également des points focaux opérationnels qui sont fonctionnels dans une vingtaine aujourd'hui. Et l'OIDP organise régulièrement des rencontres à l'échelle du continent, à l'échelle de l'Afrique, et que nous appelons les FIDEPA, les Forums internationaux pour la démocratie participative. Le précédent, c'était à Maputo, au mois de juillet passé, et le prochain sera probablement à Cotonou, au Bénin. Et donc, je profite de cet instant avant de lancer les travaux pour vous inviter tous à y prendre part. D'autres temps forts d'échange pour donner la visibilité à ce que l'Afrique fait, pour donner la visibilité à ce que vous faites, ce que les maires font, ce que la société civile fait. Je rappelle encore que l'OIDP est un espace ouvert aux autorités locales, aux gouvernements nationaux, à la société civile, aux universités et aux partenaires techniques et financiers. Je reviendrai probablement demain sur la présentation de l'instance avec son conseil d'administration, qui est présentement dirigé par le maire de Cotonou. Il n'a pas pu venir à cause d'un conflit d'agenda, mais il s'est fait représenter par une forte délégation. Je voudrais vous remercier tous pour ça. Quelques éléments de contexte avant d'appeler probablement ceux qui vont intervenir. Et en attendant, je voudrais, Albert, si vous pouvez me rejoindre. Je dis Albert Omer, je vous appellerai après, mais Omer. Si vous pouvez me rejoindre pour donner place au milieu, au beau milieu, voilà, c'est là votre place. C'est important parce que c'est la place du président de l'OIDP Afrique. Je disais qu'il aurait dû être là, mais avec un conflit d'agenda, il est présentement au Sénégal, où se tient la réunion du Conseil des collectivités territoriales de la zone UEMOA, et il y participe. Et donc, il s'est fait représenter. Donc, merci pour la représentation. Je voudrais également inviter Monsieur le maire Amadou Diarra, maintenant connu, que je voudrais, je l'ai dit tantôt, proposer pour qu'il soit un ambassadeur de l'OIDP Afrique sur ces questions de budget sensibles au handicap. Ça me semble être une question essentielle. Monsieur le maire, merci pour votre présence. Et ensuite, je vais inviter Monsieur Alain Ramanan, qui est le directeur de l'Observatoire de la décentralisation et du développement local de Madagascar. Donc, on est parti complètement à l'Afrique de l'Est. Ensuite, inviter Albert, venant de l'Afrique centrale, du Congo, RD Congo. Et enfin, Joël est là, Diego. Quand j'ai vu Joël Diego, j'ai dit, bon, peut-être qu'il est du Brésil. Parce qu'il y a beaucoup de Diego au Brésil. Lui, il est vraiment Joël Diego du Bénin, qui est venu de la ville de Cotonou et qui va nous partager une expérience. Alors, quelques éléments de contexte pour démarrer, avant de donner la parole à monsieur le représentant du président pour faire son allocution. Et ensuite, je reviendrai probablement pour camper le contexte avant d'introduire les panélistes. Nous avons 90 minutes d'échange ensemble sur la thématique des espaces de dialogue et d'interpellation citoyenne pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable. Président, sans plus tarder, je vous donne, vous avez un micro à côté, la parole pour votre allocution d'ouverture. Merci, monsieur le secrétaire général de l'OIDP Afrique. Je prends la parole au nom du maire du Bénin, monsieur Luc Setondi Atropo, qui a dépêché une forte délégation pour assister à cette session de l'OIDP. Monsieur le maire me charge de vous saluer très chaleureusement et de vous dire que s'il n'est pas ici, c'est à cause d'un conflit d'agenda.
il est empêché. Mais il est de cœur avec nous tous. Donc, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais aussi vous demander qu'ensemble, nous puissions faire du travail et que de bonnes résolutions en sortent pour que nous puissions très prochainement se retrouver à Cotonou au Bénin pour le prochain sommet. Merci. Merci à vous pour ces mots d'ouverture. Donc, c'est bien entendu, c'est au mois d'août, 8, 9 et 10 août, si mes souvenirs sont bons. 2024 sera à Cotonou, si Dieu nous prête longue vie. Merci pour ces mots. Et alors, quelques mots pour camper un peu le contexte. Alors, je me retrouve avec cette affaire. Voilà. Le thème sur lequel nous allons parler est d'importance capitale. Ça parle de redevabilité, ça parle de transparence et autant d'initiatives qui sont inscrites aujourd'hui dans ce qu'on va appeler la bonne gouvernance. Et quand on dit bonne gouvernance, c'est aussi la pleine jouissance des populations, surtout en lien avec le droit, ce qu'on appelle les DESC, les droits économiques, sociaux, culturels et même politiques. Je pense qu'à travers les présentations qui sont faites ce matin, mais surtout cet après-midi, nous voyons l'importance de promouvoir les droits politiques des acteurs, puisqu'ils ont droit à la parole, ils ont droit à l'action publique, ils ont droit à participer à la gestion des affaires publiques. Donc les droits politiques sont essentiels pour les acteurs. Et cela, nous allons le camper autour de 2 points. Le premier, la communauté internationale a adopté ce qu'on peut appeler l'agenda du développement durable, les ODD, déclinés en différents objectifs, et il y a 2 qui nous interpellent, 2 qui attirent notre attention. Le premier, c'est l'ODD 11 pour les villes durables, où la communauté internationale, à travers l'adoption des chefs d'État, dit qu'il faut faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables. Si on veut des villes résilientes, si on veut des villes sûres, c'est important qu'il y ait un dialogue entre ceux qui dirigent, donc ceux qui ont un mandat électif, ceux qui dirigent la démocratie représentative, avec les communautés pour lesquelles ils ont pris ce mandat de 5 ans. Deuxième objectif qui attire notre attention, c'est le 16, où là nous parlons de paix, de justice et d'institutions efficaces pour promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques. Aujourd'hui, si l'Afrique peut-être traverse une turbulence à certains moments, c'est aussi certainement parce que notre gouvernance n'a pas été questionnée. Notre gouvernance n'a pas été assise pour créer cette osmose et cette confiance entre les citoyens et leurs institutions, marquée par beaucoup de méfiance, mais surtout de temps en temps de la défiance. Et ça, on le voit dans plusieurs pays, on le voit dans plusieurs communes, on le voit dans plusieurs collectivités territoriales. Autour de ça, nous voyons qu'il y a différents mécanismes qui sont mis en place. Il y a différentes méthodes et différents outils qui sont expérimentés, ça et là, souvent dans des zones reculées, des fois méconnues, où des maires tentent de recréer la gouvernance en la questionnant et en lui donnant un sens, en lien avec leur contexte, mais aussi en lien avec leur culture. Alors, c'est ce qu'on peut appeler, on en identifie beaucoup, c'est ce qu'on peut appeler les espaces de dialogue, les espaces d'interpellation citoyenne. On en trouve beaucoup. J'en ai rencontré en Côte d'Ivoire, Madame le maire, où on les appelle les audits sociaux. J'en ai rencontré au Congo des tribunes d'expression populaire. Madagascar, les indices de gouvernance locale, Alain va nous en parler, mais également au Sénégal où on les appelle les EDIC, les espaces de dialogue et d'interpellation. L'enjeu est souvent le même, c'est de permettre aux élus de rendre compte de ce qu'ils font pour créer la confiance, puisque un proverbe dit quand tu fais une promesse, tu donnes l'espoir, quand tu réalises la promesse, tu crées la confiance. Donc ces espaces de dialogue, c'est aussi comment restaurer la confiance entre les élus et les citoyens, entre les communautés et leurs institutions, pour que la gestion puisse se faire de manière pacifique, pour qu'on aille vers la paix qui est tant souhaitée à travers les objectifs de développement durable. Donc c'est aujourd'hui de ça que nous allons parler, en identifiant à travers l'Afrique un certain nombre d'expériences, un certain nombre d'initiatives qui ont été faites. Le plus important, à mon avis, c'est pas de dire qu'il faut que ce soit une initiative parfaite. Je pense que même dans l'erreur,
on peut apprendre de l'erreur. Mandela disait, je ne perds jamais. Ou je gagne, ou j'apprends. On peut apprendre de ce qu'on a fait et on peut en tirer les conséquences pour se projeter sur le lendemain. Alors, c'est donc de ces espaces que nous allons partager en termes de bonnes pratiques d'innovation sur la transparence et la redevabilité sociale avec différents intervenants. Le maire Amadou Diarra de Pikine Nord, maintenant connu. Alain Ramanana, qui est le directeur de l'Observatoire de la décentralisation et développement local de Madagascar, donc sur la côte Est. Albert Maté, qui est directeur de la décentralisation du Congo. Il est également président du Centre d'études sur la décentralisation et la gouvernance locale. Saïd Jamal n'est pas venu de Maputo, malheureusement il n'a pas pu nous rejoindre, mais nous donnerons la parole à Joël Diego du Bénin pour qu'il puisse partager son expérience. Bon, il y a quelqu'un de Maputo qui aurait dû être là, mais je ne le vois pas, certainement qui nous rejoindra. Mais dans tous les cas, les expériences que nous allons partager, c'est ces 4 expériences-là, les faire dialoguer. Et donc, le cadrage, c'est, nous donnerons la parole à chacun pendant 10 à 15 minutes. Nous avons 1h30, et ces 4 expériences, si nous le faisons en 10 minutes chacun, ça fait 40 minutes, et ça nous laisse le temps de pouvoir poser des questions et d'interagir. On va faire l'effort maintenant. Bon, si ça déborde de 12 minutes, 13, 14, 15, au-delà de 15, je vais me lever. Et si je me lève, c'est pour arracher la parole. Je ne souhaite pas en arriver à ça. Puisque vous avez fait un long voyage pour venir et c'est important qu'on vous écoute. Mais permettez aussi au public de pouvoir de temps en temps poser des questions pour qu'on puisse dialoguer entre nous. Donc voilà un peu en termes de cadrage ce que je voulais dire, ce que je voulais annoncer pour ouvrir cette session en donnant d'abord la parole à Michel Maire, à tout seigneur, tout honneur. Quand on dit observateur, c'est d'abord les autorités locales. Donc Michel Maire, vous avez la parole, vous pouvez le faire d'ici, vous pouvez le faire là où vous êtes assis, vous avez les micros à côté. Merci. Merci à vous. Merci mon cher Bachir. Merci Monsieur le Président de l'OIDP Afrique. Merci chers panélistes et également à l'assistance. C'est vrai que le sujet est d'importance capitale parce que tout simplement les pratiques sont différentes, les visions également, mais les difficultés souvent sont les mêmes. Et je vais commencer par ça parce que tout simplement l'individu peut être capable d'initiative, mais parfois la mise en œuvre pose problème. Ça, c'est le dénominateur commun de toutes les gouvernances locales, en tout cas, pour parler en tant que maire. Chez nous, déjà, on a ces problèmes parce que les espaces de dialogue d'écoute pour la bonne gouvernance, surtout pour la bonne gouvernance et la question de redevabilité, ne se posent pas. Ça ne se pose pas parce qu'il y a des initiatives au niveau du quartier. Par exemple, c'est nous au Sénégal, globalement, il y a ce qu'on appelle les conseils de quartier. Chaque quartier, il y a le regroupement de tous les acteurs du quartier. Il y a les femmes, les jeunes, les étudiants, les sportifs, les culturels, les artistes, les hommes politiques. Et c'est un cadre véritablement où les gens acceptent autour du chef de quartier de discuter des questions du quartier. Et là, il y a un problème, Bachir. C'est bon de le faire pour une approche inclusive, participative, pour identifier les besoins, afin d'élaborer des programmes communaux. Mais à mon humble avis, souvent, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que les populations peuvent comprendre, penser que si le maire descend au niveau quartier et les écoute, après l'écoute, c'est la réalisation totale. Et souvent, de là peut naître des conflits entre l'autorité locale qui avait pris l'initiative pour se concerter avec les populations, qui a recueilli les suggestions, mais durant son mandat, qui est de 5 ans, au Sénégal, il n'est pas capable de réaliser tout. C'est là où se trouve le danger.
un maire peut être impopulaire parce qu'il était venu au mois de janvier discuter avec les gens. Le janvier de l'année suivante, les populations, si elles ne sont pas formées, si la communication ne passe pas bien, ce qu'elles pensent, c'est que le maire là nous a trahis. Il est venu, il nous a écoutés, après, bon, il n'a rien fait. Donc, il faut une prudence dans cette démarche, d'aller vers les populations. D'abord, il faut y mettre la formation, une parfaite communication, mais surtout leur faire comprendre qu'il y aura un arbitrage après quant aux réalisations et une priorisation de tout ce qui est recueilli. Nous avons à Pikine Nord particulièrement fait l'expérience du Parlement de la jeunesse. Le Parlement de la jeunesse est un moment pendant lequel le maire rencontre tous les leaders de jeunes. Pas tous les jeunes, mais les leaders. Les associations légalement reconnues, qui ont un récépissé de l'État et qui sont dans le territoire, elles sont recensées. Et j'en avais 53 pendant cette période d'expérimentation. Je les ai tous rencontrés. Et il n'y avait pas de questions tabou. Il n'y avait pas aussi de limite de parole. Je suis venu à 15 heures, je leur ai dit, jusqu'à la fin de vos questions, je serai à votre disposition. Mais prenez la peine aussi de m'écouter après. Et le jeune, il se comporte comme un député. Il décrit, il critique. J'avais pris la mesure de le dire dans la courtoisie. N'insultez pas, hein, parce qu'une autorité qui prend la peine de venir vous écouter, il ne faut pas véritablement être arrogant. C'était la seule mesure disciplinaire que j'avais pris dans mes propos introductifs. Le reste, il n'y a pas de questions tabou. Vous pouvez poser toutes les questions possibles. Et là, j'ai vu véritablement des jeunes qui ont compris leur mission de poser de véritables problèmes. Et j'en ai profité pour régler certaines. Parce que ces questions qui ont été posées à certaines qui, véritablement, compte tenu de notre conjoncture, ne pouvaient pas être réglées. Hein, c'est les questions d'occupation d'espace public. Parce que nous ne sommes pas une ville comme Almadies. Hein. Almadies, c'est la ville des plus riches, quoi. Là, ils ont vraiment tout le confort nécessaire. Il n'y a pas cet encombrement. Mais nous, on est en banlieue. Un maire qui veut dégager toutes ses occupations, empêcher aux bonnes femmes d'avoir le commerce à côté, ce maire-là, il ne comprend pas la réalité socio-économique de sa commune. Parfois, il faut leur laisser aménager. Penser à la dépense quotidienne qui se trouve difficilement. Parfois, c'est vers midi qu'une bonne dame qui a été divorcée de son mari, qui est revenue avec 3 enfants et qui ne travaille pas, d'être à côté pour installer son petit commerce. Ça, celui qui a son véhicule, il n'est pas d'accord. Mais il faut faire le pour et le contre. Et ces espaces-là, ce sont ces espaces qui nous permettent de créer cette communication, ce dialogue. C'est pourquoi j'ai créé à Pikine Nord, et je suis la première commune et la seule commune jusqu'à présent qui a créé ce qu'on appelle le Conseil économique, social et environnemental. C'est la 4e institution nationale du pays. Au Sénégal, nous avons un président de la République qui est une institution, le Premier ministre qui est une institution, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales qui est une institution, je crois, le président de l'Assemblée nationale qui est une institution, et l'autre institution, c'est le Conseil économique social. Le président nomme à cette fonction une personnalité politique. Au Sénégal, celui qui est le dernier à occuper ce poste, c'est l'ancien Premier ministre. Actuellement, c'est l'ancien ministre de l'économie et des finances qui occupe ce poste. Mais au niveau local, il n'y a pas ce cadre. Comme son nom l'indique, Conseil économique, social, environnemental. Moi, j'ai trouvé ce sigle, Conseil économique, social, environnemental local. Pour dire que dans ce cadre, il y a le retraité. Il y a le policier qui habite normalement dans le quartier. Il y a le fonctionnaire, le haut fonctionnaire de l'administration, mais qui habite quelque part dans un quartier. Je suis son maire. Il y a le préfet. Il est préfet là où il travaille, mais il revient à la maison. Il est membre de la société. Je le mets là-dedans. Il y a les personnes vivant avec un handicap, les bonnes dames, ce qu'on appelle les Badjan Gor. Les Badjan Gor, je ne sais pas, Badjan en Wolof, c'est les tantes du coin. Celles qui s'occupent de sensibiliser la femme enceinte, comment faire ses vaccins, voilà, on les appelle les Badjan Gor. C'est structuré au niveau de la commune. Ce cadre-là est un cadre extrêmement important. Et ça a été même institutionnalisé.
Le Code général des collectivités territoriales du Sénégal, si je ne me trompe, à son article 7, dit de manière précise que le maire dans sa commune peut mettre en place un cadre de concertation où, même si le maire a des contrats, des projets d'importance capitale, se discute à ce niveau-là. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir de légiférer. Ils n'ont pas le pouvoir de délibération. Ils ont un pouvoir tout simplement de consultation, de suggestion. Et maintenant, c'est comme le budget participatif. Le processus démarre dans le quartier. Les personnes donnent leur point de vue, ça remonte au délégué, ensuite le forum, ensuite on l'amène en conseil municipal, les conclusions. Et si le conseil municipal, majoritairement, l'adopte par délibération, ça devient exécutoire par l'organe exécutif qui est le maire. Et ce cadre-là trouve également une autre difficulté, M. Kanouté. Je suis le premier à le faire au Sénégal, le préfet qui est le représentant de l'État et qui a le contrôle de légalité sur les actes que posent les maires, m'oppose son veto. Parce que c'est un fonctionnaire qui n'est pas au fait de ce qui se passe dans le monde. Il n'est pas au fait de la libre administration des collectivités territoriales, de l'autonomie administrative et financière qu'incarnent les collectivités territoriales. Et moi, maire, depuis presque bientôt 30 ans, je suis en train de me battre contre ces fonctionnaires véreux qui n'acceptent pas l'avancement de la décentralisation et qui veulent tout contrôler, tout apposer leur veto, et nous en sommes à ce processus-là. On délibère par le conseil municipal. Des organisations non gouvernementales, telles que l'OIDP Extra, promeut cette pratique et m'accompagne dans la réalisation avec une démarche véritablement participative et inclusive. On le vote en conseil municipal. On transmet au sous-préfet qui me demande une seconde lecture parce que cette autorité, c'est une dame, malheureusement. Elle pense que ça a des redondances financières que le maire ne pourrait pas contrôler. Alors, je vous lui rétorque, madame le préfet, va voir l'article 7 du code. Ça me permet de le faire. Et s'il y a des redondances financières nécessaires pour le bon fonctionnement de ce cadre de concertation où toutes les catégories de population sont représentées pour être consultées sur des projets et programmes de la commune, je suis prêt à mettre des fonds pour son fonctionnement. Donc, le cadre, on le promeut. Mais c'est à l'état embryonnaire par rapport à la pratique de la bonne gouvernance au Sénégal. Donc, nous sommes très loin du bout du tunnel. Il faut qu'on continue à se battre. D'où la pertinence des chercheurs, des gens de la société civile, de faire encore des plaidoyers pour aller dans ce sens-là. Donc, vraiment, pour conclure les expériences, si mon temps, il me reste 2 minutes, si des expériences doivent véritablement être poursuivies, je crois que le Parlement de la jeunesse est un moment important, la jeunesse étant une catégorie extrêmement importante et dynamique. Quand vous les avez comme partenaires dans la mise en œuvre de votre politique au niveau local, mais vous n'aurez plus de problème. Parce qu'il y aura véritablement une discipline, un engagement citoyen, un engagement patriotique à vous accompagner. Mais c'est vraiment, tout ça est assujetti à une intelligence communicationnelle. Si ça ne se prend pas comme gant, vous risquez d'avoir toute cette population contre vous. Et c'est vraiment ce que j'ai réussi. Pour être depuis... Ce matin, je faisais le calcul dans ma calculette. J'ai commencé à être maire, adjoint maire de la commune de Pikine Nord à l'âge de 27 ans. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. Et tout de suite, je me suis rendu compte, 27 plus 27 égale 54. Ça veut dire 54 ans de municipalité, 27 ans de municipalité et de décentralisation, où j'ai été maire 1 fois, 2 fois, 3 fois, parlementaire également pour légiférer. J'ai également, pendant ce temps, fréquenté la déconcentration, c'est-à-dire être chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et chef de cabinet du ministre de la Santé. D'où cette volonté de mettre en pratique ce que j'ai appris au niveau sommet, pour le mettre au niveau décentral, fait de moi, sur ces domaines précis, d'être appelé par l'inspecteur de l'éducation et de la formation de tout le département. Il m'appelle Amadou Diarra, c'est le maire champion en éducation. Vous allez voir le médecin-chef, avec tous les efforts que je fais dans le domaine de la santé, dans la santé de la reproduction, santé mère-enfant, ados jeunes. J'ai même construit un bloc SRAGE, un bloc santé de la reproduction,
avec vraiment toutes les communautés climatiseurs, accueil et tout. Et ça n'existe pas au Sénégal. Une commune qui fait ça. On ne connaît que des postes de santé, cases de santé, centres de santé, mais bloc, centre de la reproduction maternelle, ça n'a jamais existé au Sénégal. Et du coup, on me donne le titre de maire champion en santé de la reproduction. Et la charte africaine des bailleurs, qui était venue au Sénégal sous la houlette de Sophie qui dirige le réseau Sigil Jigéen, Sophie Diop, que vous devez connaître. J'étais le seul maire qui a été invité. Il y a un film qui parle également de la planification familiale. J'étais la seule commune et c'était l'occasion qui m'a amené à Côte d'Ivoire, à Plateau, pour sensibiliser une quinzaine de maires sur ce que nous faisons comme pratique dans la planification familiale. Et c'est là où je vais terminer. Une seconde. Alors, j'avais dit, je mets 10 millions pour des produits pour la planification familiale. 10 millions. Au Sénégal, aucune commune ne fait 2 millions. 2 millions. Moi, je mets 10 millions pour l'achat des produits pour la planification familiale et je le redistribue gratuitement aux femmes de ma commune. Parce que j'ai compris que pour tout développement, et même si vous avez dans la science, le développement inclut travail et énergie. Et dans une société, il n'y a que 2 catégories de couches qui ont de l'énergie pour produire du travail. C'est la femme et la jeunesse. Parce que le bébé, il est nouveau-né, il ne peut pas participer. Il est au préscolaire. Le 3e âge, il est en retraite, il ne peut plus produire d'énergie. Entre les deux, il y a la femme, il y a les jeunes. Les mobiliser, c'est produire du développement. Laisser les femmes avoir périodiquement des enfants, c'est ne pas leur permettre de s'occuper réellement de l'enfant, c'est ne pas leur permettre de surveiller l'éducation et la santé de l'enfant qui est à venir. Donc, voilà sur ces mots que je voudrais donner véritablement retourner la parole. Merci Michel le maire pour cette expérience et on voit plusieurs dispositifs qui ont été expérimentés jusqu'au Conseil économique, social et environnemental local et le Parlement des enfants, tous ces dispositifs pour dire comment est-ce que je peux interagir avec la communauté, comment est-ce que je peux être à l'économie, comment est-ce que je peux le rendre compte. Et là, c'est le Conseil municipal des enfants qui a été érigé depuis 10 ans dans la commune. Très bien. Hein, donc, absolument. Il attire notre attention sur 2 faits. Le premier, il faut que ce soit bien construit, sinon ça peut être un retour de bâton. Et le deuxième, c'est il faudrait que les acquis démocratiques qui sont capitalisés, que ce soit traduit au niveau normatif par des textes de loi et surtout ceux qui sont les porteurs de ces lois-là, qu'ils soient à l'écoute et qu'ils soient ouverts par rapport aux innovations qui se mettent. Merci Michel le maire pour cette communication. À présent, je vais rester en Afrique de l'Ouest et aller à Cotonou. Pour écouter l'expérience de Cotonou et qui sera présentée par Diego, à qui je donne la parole. Vous pouvez le faire ici comme vous pouvez le faire là-bas. Dans tous les cas, vous avez votre chronomètre qui va démarrer. Merci beaucoup. La commune de Cotonou est située entre la lagune et l'océan Atlantique. Elle est divisée en 13 arrondissements. Nous avons 169 quartiers de ville. Nous avons 49 conseillers municipaux. Le maire a 3 adjoints et nous avons 13 chefs d'arrondissement. Alors, à l'instar du maire de Pékin Nord, le maire de la ville de Cotonou exactement a pris les rênes de la municipalité d'abord de Boycon à l'âge de 27 ans. Et lui, il a commencé dès le début de la décentralisation au Bénin en 2022. Donc, en 2002. Donc, 2002, non, monsieur maire. 2003. Donc, ça fait déjà 20 ans. Depuis 20 ans, il est maire. Alors, c'est quelqu'un qui a un penchant véritablement pour le social. Et il a fait le social depuis Boycon. Arrivé à Cotonou, il a pris l'éducation comme cheval de bataille. Il a toujours dit, pour avoir de bons citoyens pour ta commune demain, il va falloir que tu investisses aujourd'hui dans l'éducation de la jeunesse. Ce que tout le monde a compris. Et plusieurs réformes entrant dans le cadre de l'amélioration de l'éducation
des enfants ont été engagés. Très tôt, il a mis, en dehors du chez nous, ce n'est pas le Parlement des enfants, mais c'est la municipalité des enfants. Nous avons des enfants maires. Et nous avons aussi des enfants qui sont chefs d'arrondissement, qui participent au conseil municipal et apprennent le leadership. Ils voient comment ça se passe, comment on prend les décisions, où les décisions sont prises. Alors, toujours dans le cadre de l'éducation, il a instauré les travaux dirigés gratuits au profit de tous les candidats aux examens académiques. Et à l'approche des examens, il organise des travaux dirigés gratuits. Par la suite, il gratifie les meilleurs admis aux examens académiques. Et dans le budget, il y a une bonne partie du budget. D'abord, c'est le budget de la municipalité de Cotonou était à 15 milliards. C'est à sa venue qu'il a su augmenter, améliorer les recettes. Aujourd'hui, je parle bien sûr sous le contrôle du maire. Aujourd'hui, le budget de la mairie de Cotonou avoisine 25 milliards. Alors, parlant d'instant de dialogue avec la population, nous avons plusieurs instances de dialogue. D'abord, ça varie de chaque de période de l'année. Nous sommes présentement dans le mois de novembre. Et depuis le mois d'octobre, on fait déjà le budget de l'année prochaine. Et pour le faire, on descend dans chaque arrondissement et nous rencontrons toutes les couches sociales de la ville qui expriment leurs besoins. Les femmes des marchés, c'est-à-dire les présidentes des marchés secondaires, les personnes handicapées, les leaders religieux, les sages, les jeunes. Bon, on les écoute. Maintenant, eux-mêmes, après avoir exprimé les besoins, hiérarchisent les besoins en fonction de la priorité. Et c'est de là que les cadres techniques font l'estimation financière de ces besoins-là. Et c'est de là qu'on dégage le budget. Autre instance de dialogue avec la population, c'est dans le cadre de l'élaboration des documents de planification. Le premier document de planification qui est notre bréviaire, c'est le plan du développement communal. Souvent axé sur 3 ou 5 ans. Et pour le faire, il demande à chaque chef d'arrondissement d'informer les chefs de quartier qui, à leur tour, gongonnent. Le crier public informe la population que des équipes vont descendre dans notre quartier pour recenser nos doléances, nos besoins à établir sur un certain nombre d'années. Et on commence. Toujours la même procédure. Les leaders religieux, les sages, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, on les écoute. Et maintenant, lorsqu'on fait le point des besoins de ce quartier, la même équipe rencontre maintenant au niveau de l'arrondissement. Peut-être l'arrondissement est composé de 14 quartiers. Les chefs de quartier sont là maintenant. Les 14 chefs de quartier, en présence du chef d'arrondissement et des conseillers municipaux de cet arrondissement, on leur fait le point. Quand nous sommes descendus dans vos différents quartiers, voilà tels sont les besoins exprimés par vos populations. Et il revient au chef quartier pour dire, ah non, quand vous étiez dans mon quartier, la personne handicapée a dit telle chose, vous avez oublié. Donc, c'est l'occasion de corriger encore, de prendre en compte. Ou bien c'est le leader religieux pour dire, qui peut dire, nous avons problème d'éclairage public. Allez, vous avez oublié, on en avait parlé quand vous étiez dans notre quartier. Et on corrige. En présence du chef d'arrondissement. Troisième instance maintenant, c'est le conseil municipal. Là, le chef d'arrondissement qui, entre-temps, avait suivi le point dans son arrondissement est présent.
et on explique devant lui les besoins recensés dans chaque arrondissement. Et si entre-temps, on avait oublié quelque chose, il dit non, quand vous étiez dans mon arrondissement, tel chef quartier avait exprimé tel besoin, vous avez oublié. Là, le point parfait est fait au niveau de la municipalité. Voilà que le budget de la ville n'atteint pas ou ne peut pas couvrir tous les problèmes. Là, nous faisons recours aux partenaires. On fait le point pour dire, bon, notre ressource peut couvrir tel besoin. Maintenant, les partenaires peuvent nous accompagner, voilà, pour le reste des besoins. Et c'est comme ça, voilà encore l'instance de dialogue lors de l'élaboration du plan du développement communal. Nous avons maintenant les projets qui descendent. Quand les projets, vu que le besoin a entre-temps été exprimé dans le plan du développement communal, quand le partenaire dit, je veux intervenir dans ta commune, dans tel domaine, on appelle les chefs de quartier, qui représentent la population, et on signe la convention. Le maire de Cotonou en a fait pas plus tard la semaine dernière avec le maire de la case, communauté d'agglomération de Sainte-Heure. Et c'est en présence des bénéficiaires représentés par les chefs de quartier que la convention est signée et ces populations suivent ce qui leur est destiné comme un acquis. Donc, c'est pour vous dire que dans la commune de Cotonou, nous avons en fonction des dossiers plusieurs cadres de concertation avec la population. Et nous avons parfois des cas d'urgence. Et vous avez cité dans le panel antérieur le cas de Covid. Vous savez, le gouvernement, à des moments donnés, instruit la commune par rapport à des situations d'urgence. Là, ce sont les ministres qui descendent avec le maire et le chef d'arrondissement. On est en contact avec la population par rapport à telle ou telle crise et on informe cette population sur l'accompagnement ou les mesures prises par le gouvernement en vue de soulager les peines de la population. Donc, ça varie dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du foncier. Toutes les mesures prises par le gouvernement dans le but de soulager les peines de la population, le gouvernement descend et avec le maire et les chefs d'arrondissement, on rencontre les concernés, la population cible. Quand il s'agit des maraîchers, quand il s'agit peut-être des femmes du marché, ou en tout cas, en fonction des bénéficiaires, on échange avec les bénéficiaires et des solutions idoines sont trouvées. Donc, je pense que c'est comme ça que nous fonctionnons. Voilà les différents creusets d'échange avec les citoyens. Je pense avoir fait, il me reste 1 minute 30 secondes. Tu nous fais cadeau de 7 minutes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Joël pour cette présentation sur ce que vous faites à Cotonou avec déjà une planification de long terme avec le plan de développement, l'élaboration du plan de développement communal qui est une approche de planification de long terme qui est maintenant articulée à différents dispositifs d'écoute des citoyens et vous avez cité les différentes notabilités qu'il y a, les différentes légitimités qu'il y a sur le territoire, les couches sociales et enfin il y a aussi les assemblées délibératives que vous mettez en place avec surtout les jeunes pour les aider à déjà prendre le leadership et rencontres avec les bénéficiaires aussi pour articuler tout ce qui va être mis en œuvre en termes de projet. Merci Joël pour cette présentation venant de Cotonou. Alors, à présent, ça va être 2 présentations en PowerPoint. Je ne veux pas vous donner de torticolis. Si vous pensez que vous pouvez juste tourner la chaise et regarder, au cas contraire, vous pouvez vous mettre juste là pour suivre. Président, Michel le maire et Joël, ces 2 présentations qui vont suivre, qui vont se faire en PowerPoint, ça va être Alain et ensuite Albert qui
qui vont faire les présentations. La première présentation sera pour Alain. Is it okay? C'est bon pour la cabine. Projetez-moi la présentation qui vient, que je vois qui... Oui, ça c'est de Madagascar. Donc, Alain, vous avez la parole et vous avez 15 minutes. Ok, et merci Monsieur le Secrétaire Général de m'avoir donné la parole. Mesdames et Messieurs, honorables assistance. Mon intervention est de vous présenter la pratique de la redevabilité sociale à Madagascar. L'île rouge de Madagascar est un pays de l'Afrique de l'Est, une superficie de 587 000 km² et de 24 millions d'habitants. Madagascar divise en 23 régions et de 1695 communes. En 2021, la décentralisation à Madagascar a été améliorée et la lettre de la politique de la décentralisation émergente est mise en œuvre. A été suivie d'une loi qui concerne le plan national de la décentralisation émergente. Il est donc clairement établi que la décentralisation à Madagascar n'est pas une option, mais une obligation. En 2003, le processus budgétaire participatif a commencé à être utilisé et mis en œuvre à Madagascar dans quelques communes. Cela a été suivi par un grand atelier sur la redevabilité sociale en 2009 et aussi 342 communes sur le 1695, soit 20% des communes de Madagascar, ont déjà pratiqué et utilisé le budget participatif et surtout les communes qui bénéficient des ristournes minières. La culture malgache établit clairement la responsabilité et la participation de chacun entraide dans le développement. Le budget participatif est rapidement vulgarisé dans toute l'île. La mise en œuvre de la budget participatif est de responsabiliser les citoyens dans leur développement de la communauté et de permettre les responsables des collectivités territoriales décentralisées de se rapprocher aux populations. Interaction accrue entre les dirigeants et le peuple grâce à la transparence et le budget participatif est de synergie entre les collaborations étroites des collectivités territoriales décentralisées et les services techniques déconcentrés. Quelques outils de la redevabilité sociale à Madagascar, par exemple le suivi participatif des dépenses, le community scorecard sur le secteur santé, éducation, lutte contre le VIH, eau, hygiène, assainissement, revue et analyse indépendante du budget citoyen et l'évaluation participative de performance à travers de l'outil de l'indice de gouvernance locale. L'une des nouveautés de mise en œuvre à Madagascar est le pacte de développement local. Premièrement, l'évaluation des collectivités territoriales décentralisées par les outils indice de gouvernance locale. L'indice de gouvernance locale est un outil de mesure de la performance en matière de gouvernance locale afin d'apprécier les efforts entrepris par la commune dans l'application de la bonne gouvernance. L'indice de gouvernance locale se basait dans les 6 principes de la bonne gouvernance et puis les scorings annexes sur la maîtrise d'ouvrage communal, la mobilisation des ressources, la gestion des états civils et la comptabilité et gestion financière des communes. Le résultat de baseline de Madagascar sur l'indice de gouvernance locale, 901 communes sur les 1695 communes ayant des notes IGL, une note moyenne de 4,3 sur 10. L'objectif en 2027, les 50% de communes de Madagascar, il y a des notes plus de 6 sur 10.
Et la deuxième PAC de développement local, la mise en place et l'opérationnalisation des structures locales de concertation. C'est une structure de concertation et de participation citoyenne. Élaboration des plans de développement avec les structures locales de concertation s'appelle plan de développement local intégré et inclusif. La quatrième PAC de développement local à Madagascar, c'est la déconcentration en appui à la décentralisation et le 2D. Et la cinquième PAC de développement local, développement du partenaire public-privé, appui au développement économique local avec les soutiens des partenaires techniques et financiers. Il y a des bonnes pratiques de développement local pilotées par la communauté dans le sud de Madagascar avec un projet qui s'appelle projet Nyonzu. Les approches innovantes du projet et 4 approches. L'approche pilotée par la communauté avec les jeunes, les femmes. L'approche multi-acteurs, public, société civile, agence d'exécution. L'approche multiniveau sur les communes, districts, régions et ministères. Et la quatrième approche multisectorielle, gouvernance locale, eau, agriculture, élevage et pêche, environnement, VBG, gestion des risques et catastrophes. Le développement local piloté par la communauté basé sur la structure locale de concertation. La cadre juridique à Madagascar, il y a des constitutions et lois organiques et le décret 2015-957 sur la mise en place des structures locales de concertation et après une arrêté communal. Qu'est-ce que la SLC? La SLC est un espace de dialogue et de consultation permettant la participation inclusive de tous les acteurs de développement, aussi bien publics que privés. La SLC est un outil d'aide à la définition, à l'orientation, aux modalités de la mise en œuvre et de suivi et évaluation des politiques publiques de la collectivité. Acquis des SLC, mise en place, élaboration du plan de développement local inclusif intégré de la commune. La SLC est de sensibiliser, de mobiliser la population, la priorisation des infrastructures subventionnées par le projet dans la commune, la participation à l'élaboration du budget de la commune et le suivi des travaux subventionnés par le projet, infrastructures socio-économiques, écoles, centres de santé, marchés, adduction d'eau potable, périmètre irrigué et pipeline, etc. Grande réalisation en matière de la gouvernance locale dans le sud de Madagascar, 235 structures locales de concertation sur les 235 communes mises en place et équipées. 133 sur 235 plans de développement locaux inclusifs et intégrés, élaborés et mis en œuvre. 185 communes sur 235 communes ayant des notes de l'indice de gouvernance locale en moyenne 4.14 sur 10 et 29 communes sur 127 communes, bureaux communaux réhabilités, environ à $15,000 par commune. 31 sur 133 communes dotées de subventions d'investissement entre $150,000 et $273,000 par commune pour la construction et l'équipement des infrastructures sociaux de base. Merci de votre attention. Oui, merci. Merci Alain pour cette présentation qui est revenue un peu sur différents aspects développés aussi à Madagascar avec l'approche du budget participatif que vous avez déroulé, ensuite différents outils que vous avez présentés en mettant l'accent sur l'indice de gouvernance locale et ensuite le projet et les différentes réalisations. Je pense qu'on reviendra surtout pour que vous insistez par la suite sur
l'indice de gouvernance locale, quand vous dites que c'est un outil de redevabilité, en quoi ça peut être un outil de redevabilité? Préparez cette question, c'est la première question que moi j'ai en attendant de revenir vers vous. À présent, je vais passer la parole à Albert, qui vient de RDC, Congo, République démocratique du Congo, pour sa présentation. Je rappelle que Albert est directeur de la décentralisation à RDC et il préside également un centre qui fait des études sur la décentralisation et la gouvernance locale. Albert, à vous, et je vous prépare votre chrono. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est monsieur Albert Angbana Maté. Je suis directeur en charge de la décentralisation sectorielle et rapport avec les provinces et les entités territoriales décentralisées. Je voudrais partager une petite expérience que j'ai beaucoup appréciée en tant qu'expert en décentralisation. Et cette expérience, on a vécu ça dans la ville portuaire de Matadi. Au fait, il y a 7-8 ans de cela, nous avions fait partie d'une équipe qui est allée au Sénégal. C'est là où j'ai rencontré monsieur Mamadou au Sénégal. Dans notre équipe qui a accompagné le ministre de la décentralisation au Sénégal, il y avait le maire de la ville de Matadi. Arrivé au pays, il est rentré chez lui. Dans sa ville, il y avait un banditisme urbain qui s'était développé. On appelait chez nous les Koulouna. Donc, ces jeunes gens désœuvreux s'étaient constitués en groupe par quartier qui se battaient entre eux, se blessaient et ravissaient des histoires aux gens. Donc, monsieur le maire de la ville, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il y avait de l'argent qu'on devait rétrocéder à la ville et qui, par la province, et que ça n'arrivait pas, il a mobilisé la jeunesse avec le peu de moyens qu'il avait. Et ces jeunes gens, je crois, si on peut montrer les images là, vous pouvez voir, il est en t-shirt rouge. Non, ça c'est notre délégation au Sénégal. En bleu là, c'est le ministre. Ah, ouais. Voilà. Ça c'est monsieur le maire de la ville de Matadi qui a fait partie de la délégation au Sénégal. Quand j'ai publié mon livre, parce qu'en fait, j'ai publié un livre sur la décentralisation. Il m'a appelé, il avait suivi à la télé, il m'a appelé pour me dire, mais directeur, il me semble que vous avez publié un livre, j'en ai vraiment besoin. J'ai dit, bon, d'accord, comme c'est à peu près 300 km de route, j'ai dit, bon, comme j'ai aussi un rendez-vous avec le président de l'Assemblée provinciale qui avait demandé ma publication, j'arrive comme ça, je vous donne. J'arrive sur place, là vous le voyez, il est en chantier entouré de ces jeunes gens désœuvreux. Ça c'est seulement une partie qu'on a montré, mais sinon, vous voyez, il est en train de travailler avec eux et ça a obligé maintenant la province à libérer l'argent de la ville et ça lui a permis de construire des routes parce que ces jeunes gens ne pouvaient plus se livrer au banditisme, mais aux travaux. Donc, tous les bandits de la ville venaient, les suivaient parce que ils travaillaient, ils mangeaient et après, ils les payaient. Ouais. Donc, du banditisme, la participation, il les a fait participer au développement de la participation. Ça a permis, mais c'était un moyen de pression maintenant sur la province pour libérer la rétrocession de la ville. Donc, c'est vous dire que la participation, c'est un outil important pour le développement. Donc, ça, c'est monsieur le maire. Et vous verrez dans l'autre image là, dans l'autre image qui était là avant, là, nous sommes la délégation congolaise au Sénégal. Nous avons monsieur le ministre qui est là. Moi, je suis là en cravate, voilà, un peu tenant la mallette. Et au fond, là, c'est monsieur Mamadou, qui est là, et le directeur de cabinet du ministre. L'image n'est pas bonne, c'est ma secrétaire qui m'a envoyé tout à l'heure, là. Elle n'est pas bonne, c'est là plus dans le livre, parce que dans le livre, je parle de la coopération décentralisée, et j'ai parlé de notre voyage au Sénégal, et tout ce qu'on avait récolté comme bonne pratique au Sénégal. Bref, j'ai toujours dit, et je le dirai jamais assez, que la décentralisation, c'est le passage obligé pour le développement d'un pays. Donc, la participation, quand vous faites participer la population, eh bien,
le développement passe par là. C'est pourquoi j'ai toujours dit et soutenu que la meilleure la meilleure démocratie, c'est la démocratie à la base. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci Albert pour cette présentation venant du Congo, un grand pays. Et bon, Albert insiste en disant que la décentralisation, c'est le passage obligé si nous voulons promouvoir le développement. Et effectivement, on le dit très souvent, le développement, c'est en partant des territoires. Si nous voulons développer, si tous les territoires se développent, il est clair qu'à l'échelle de la nation, le développement se fera. Merci donc pour ces présentations. À présent, je me tourne vers le public. Nous avons une bonne trentaine de minutes, je les regarde, pour les échanges. Une bonne quarantaine de minutes pour les échanges. Et donc à présent, s'il y a des questions venant du public, je vais les prendre. Des questions venant du public? Bon, il n'y en a pas. En attendant qu'on trouve Alain, la première question. Ah oui? 1 minute. You want to speak? Okay. En attendant qu'ils se mettent en place, je vais retourner peut-être à Alain pour la question que je voulais. Alain, je reprends la question. Je sais qu'à Madagascar, vous avez développé beaucoup d'initiatives. Bon, je pense que à l'échelle de l'Afrique, c'est le pays qui, du point de vue de l'effectif, a le plus fort effectif de collectivités qui font le budget participatif. C'est intéressant. Je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est que vous avez testé plusieurs dispositifs, dont l'indice de gouvernance locale, qui peut être intéressant comme dispositif pour améliorer la performance, mais surtout pour dialoguer avec les citoyens. Je voudrais que vous en parlez un peu, puisque c'est une expérience assez innovante. Merci. En quoi ça peut permettre de renouer le dialogue avec la communauté et de faire la redevabilité. L'indice de gouvernance locale est un outil d'évaluation des communes. Après l'évaluation des communes, la commune a triché avec les membres de la structure locale de concertation un plan de redressement pour les 4 thématiques: la participation citoyenne, l'inclusion, l'équité, la transversalité et l'état de droit. Après une réunion de planification pour le redressement des failles-là dans l'étude de l'IGL, le ministère va appuyer les communes dans le plan de redressement, la formation et le plan de renforcement de capacité des collectivités. Tout à fait. Bon, merci Alain. Alors, des questions dans le public? Oui. Je fais circuler. Merci beaucoup de la parole donnée. Je voudrais tout d'abord remercier l'OIDP Afrique et remercier tous les intervenants pour leur exposé. Moi, je suis Roger Tafam, le maire de la ville de Bafoussam au Cameroun. Je voudrais plus partager aussi l'expérience du Cameroun. J'ai constaté d'abord que c'est pratiquement presque les mêmes mécanismes de participation avec peut-être des variantes en fonction des pays, ce qui est une bonne chose pour l'Afrique. Donc, je pense que en général, c'est cette participation des citoyens qui est la clé pour notre développement. Pour ce qui est du Cameroun, la dernière loi sur la décentralisation, qui date de décembre 2019, qui porte Code des collectivités territoriales décentralisées, en son article 182, a prévu la création des comités de village ou de quartier. Donc le maire est autorisé par la loi à créer des comités. Si c'est au niveau des villages, s'il a des villages, il peut faire des comités
dans chaque village s'organise en un comité pour pouvoir interagir avec la commune. Et pour amener les maires, effectivement, à suivre ce processus, il leur est imposé une session du conseil dédiée uniquement à ce dialogue avec les quartiers, avec les comités de quartier. Donc, on a 4 sessions ordinaires par an, parmi lesquelles l'une des sessions qui doit se tenir vers la fin du premier semestre doit être une session au cours de laquelle non seulement l'exécutif doit présenter le bilan de ce qui s'est passé, mais également discuter avec les populations pour préparer déjà les éléments qui vont entrer dans le budget de l'année d'après. Donc voilà un peu comment ça se passe à notre niveau. Et également, avec les outils modernes d'aujourd'hui, moi par exemple dans ma ville, à Bafoussam, qui est une ville d'environ 1 200 000 habitants, avec 3 communes d'arrondissement, je suis à la tête de la mairie de la ville. Nous avons mis sur pied des groupes, des groupes WhatsApp avec les chefs de quartier. La ville compte environ 59 quartiers, la partie urbaine de la ville. Donc, tous sont membres dans ce forum et dans ce forum, et chaque chef de quartier se fait accompagner dans le forum par un jeune. Parce que nous avons des chefs de quartier qui, de par leur notabilité, deviennent chefs de quartier, mais non plus l'âge pour pouvoir interagir rapidement. Ce qui fait que chacun d'eux se fait accompagner d'un jeune, et chaque fois, chaque jour, il y a interaction entre la mairie avec ces chefs de quartier et tous ces jeunes, notamment pour ce qui concerne la surveillance des équipements urbains dans la ville. S'il y a une dégradation quelque part, dans les heures qui suivent, les services techniques de la mairie sont immédiatement au courant et peuvent interagir. Surtout, nous avons mis sur pied un processus dit qui casse-paye. Vous savez, les mobiliers urbains, très souvent, les gens les dégradent et parviennent à s'enfuir. Mais avec cette interaction, il y a toujours quelqu'un quelque part dans la ville qui va être témoin qu'une voiture vient de renverser un lampadaire solaire, et immédiatement, les services techniques vont aller arrêter cette voiture et mettre en fourrière jusqu'à réparation. Voilà, merci, c'est le témoignage que je voulais apporter. Merci Michel le maire pour ce témoignage intéressant. J'ai cherché la délégation camerounaise. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu vous rencontrer, mais c'est intéressant. Il apporte une nouvelle dimension, comment le numérique peut être au service de catalyser le dialogue et l'interpellation des citoyens, mais surtout le suivi du service public dans les municipalités. C'est intéressant. D'autres questions? Oui. Excusez-moi, Bassira. Par rapport à l'IGELA, après l'analyse de l'Observatoire, les communes qui pratiquent les budgets participatifs à Madagascar, le note IGL est plus élevé. Parce que les thématiques de l'IGL, c'est basé sur la participation. Sur les principes du budget participatif. Principe du budget participatif. Oui. Ok, merci. Comment la pratique du budget participatif permet d'améliorer la performance institutionnelle des collectivités? C'est un peu ça que je vais introduire. Albert, en attendant qu'on ait d'autres questions. Michel le maire, vous devez être avec nous. Hein? Oui. Ma question s'adresse au maire du Sénégal. Hein? Ah bon, donc voilà. Voilà. Oui. Quand nous étions au Sénégal, à Dakar, nous avions parcouru, nous sommes allés jusqu'à Fatick, hein, à la province du président de la République. Mais il y a une chose que j'avais beaucoup aimé. Je voudrais que vous puissiez me donner le contenu, hein, comment ça se passe exactement, parce que nous sommes allés à l'association des maires, à leur siège. Oui, nous sommes allés à l'association on a été reçus, et les maires se plaignaient, disaient, on a traîné ici parce qu'il faut que le président nous reçoive pour nous donner, il y a une sorte de prime, hein, de plus-value qu'on donne à ceux qui ont satisfait, n'est-ce pas? Bon, bref, explique-moi un peu c'est comment, parce que j'ai beaucoup aimé ça. Explique-moi un peu. Je dis ceci. Les maires se plaignaient pour dire que
ils attendaient du président des chèques pour ceux qui ont réussi aux assignations, ont satisfait aux assignations. Je crois que c'est ça la pratique. Donc on dit, une mairie doit réaliser ceci, cela. Ceux qui le font, les présidents, les primaires donnent des chèques pour qu'ils aillent travailler. Voilà. Je voudrais que vous puissiez un peu me donner le contenu, comment ça se passe exactement. Parce que c'est une pratique que j'ai beaucoup aimée, que j'évoque toujours. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer en détail? Voilà. Ah, ok, merci beaucoup. Oui, en fait, c'est important, hein, parce que je crois que les partenaires techniques et financiers du Sénégal ont beaucoup insisté sur ces bonnes pratiques, surtout l'indice de performance par rapport à la gestion des communes, surtout la partie investissement, parce que d'habitude, les communes font plus de fonctionnement, hein, mais ne font pas beaucoup d'investissement. Et il faut les encourager à aller vers l'investissement. Et c'est pourquoi la Banque mondiale a mis un fonds avec le gouvernement du Sénégal qu'on appelle PACASEN, le programme d'amélioration, le PACASEN, programme d'accompagnement des communes et agglomérations du Sénégal. Et il y a 557 collectivités territoriales au Sénégal. On a testé la première phase avec 123 communes. Heureusement, notre commune en fait partie. Mais il y a ce qu'on appelle les CMO, les conditions minimales obligatoires. Vous avez 1 point, 2 points, jusqu'à 8 points. Si vous ratez un seul point sur les 8, vous perdez des centaines de millions. Parce qu'il y a des principes de tiroir. Il y a un tiroir commun, un tirage commun, où c'est un partage équitable à toutes les 123 communes. On dit par exemple, toutes les communes ont 50 millions de fils. Maintenant, par rapport à leur investissement, par rapport à leur réalité, à leur programme qu'ils détiennent, les communes ouvrent d'autres tiroirs. Par rapport à votre capacité également de recouvrement, parce que le recouvrement vous fait participer dans le budget de l'État, parce que vous faites des marchés, il y a des partenaires qui gagnent les marchés, qui restent et qui payent la TVA qui est de 18%. Une commune, par exemple, qui recouvre 1 milliard et qui fait tout ça en investissement, 18% de 1 milliard va vers le budget de l'État. Cette commune-là a également ce qu'on appelle les ressources. À la fin, donc, vers le mois d'octobre, novembre, avant le budget suivant, l'État donne cette enveloppe-là. Mais souvent, le ministre des collectivités locales qui gère ça, le président avait promis, pour qu'on ne fasse pas du pilotage à vue, que ce fonds-là, qui est en sorte une ressource, vienne après le premier semestre, donc vers les mois d'avril, pour permettre aux maires d'avoir les ressources pour aller faire son travail. Mais souvent, on attend, je crois qu'il y a une année, je ne sais pas, ça a coïncidé avec votre période de voyage, il y a une année où le ministre qui venait a attendu jusqu'après août, vers septembre, et le fonds ne venait pas. Et beaucoup de maires attendaient ce fonds pour payer des marchés, pour faire des subventions aux ASC. C'était une crise, le budget était au rouge. Alors, on passait par l'association fêtière, l'association des maires du Sénégal, AMS, pour dire à notre président, qui était le petit frère du président de la République, qui est maire de Guédiawaye, Aliou Sall, mais il faut qu'on pose sur la table cette question. On souffre, il n'y a pas de moyens. Donc, il faut que le président demande à son ministre de nous libérer les fonds à temps. Et depuis, le président avait dit, bon, voilà, on était dans une année électorale. Il y avait 2 élections. Élection locale, élection législative. Et si les fonds venaient, on craignait que les maires allaient détourner les fonds pour autre chose que cet investissement. Le président, stratégiquement, avait retenu de verser ces fonds. Après cette période passée, on est venu en journée de décentralisation. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la journée nationale de la décentralisation, présidée obligatoirement par le président de la République qui vient et qui dit au maire, j'avais fait exprès de bloquer et de retarder ce fonds parce qu'on était en année électorale. Mais l'année prochaine, vous verrez ce fonds dès le premier semestre. Et effectivement, cette année 2023, où il n'y a pas eu d'élection, c'est avant avril qu'on a reçu ces fonds-là. C'est de ça qu'il s'agissait. Merci beaucoup. Merci pour ces explications. Alors, c'est une des dimensions aussi de la décentralisation financière. Comment est-ce que les ressources des collectivités peuvent être prévisibles et comment est-ce que ça permet aux autorités locales d'être plus efficaces dans ce qu'ils sont en train de faire. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je sais qu'à Paris, les énergies sont, c'est pas à 2 ou à 3, c'est à 1. Puisez dans 1% qui vous reste là d'énergie, s'il y a des questions qu'on peut les partager.
avec le public. Bon, sinon, je retourne vers Cotonou. Vous avez partagé plusieurs dispositifs, mais également, surtout vers la fin, vous avez partagé également les réalisations que vous faites. Je pense qu'il y a aussi des dispositifs, des mécanismes qui sont mis en place pour que ces réalisations, que le citoyen puisse se retrouver dedans. Et surtout qu'il puisse réagir par rapport aux réalisations, par rapport à sa satisfaction ou par rapport aux plaintes qu'il peut formuler. Donc, si vous pouvez nous en dire un peu plus en termes d'interpellation citoyenne. Nous avons mis sur pied un autre mécanisme de reddition de comptes qui permet au maire de rendre compte de ses réalisations à mi-parcours. Et c'est l'occasion de réunir toutes les couches sociales ayant contribué à la réalisation du budget, d'intervenir encore pour dire, quand vous étiez venu, nous avons demandé à ce que vous mettiez dans le budget telle chose. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et il revient au maire de s'expliquer. Bon, toujours, nous avons un autre mécanisme de recensement des plaintes. Le maire a mis sur pied une radio communautaire et la population peut appeler, demander ou présenter des situations concrètes auxquelles elle est confrontée au maire par la radio communautaire. Il revient également au maire d'informer les populations par cette radio-là des situations ou des mesures prises par la communauté. Donc, nous avons ces cadres d'échange-là. C'est très bien. Ben, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose, puisqu'avec toutes les réalisations que vous avez dit, j'étais sûr qu'il y avait un mécanisme pour recenser les plaintes, mais également pour donner suite à ces plaintes-là, qui est aussi dans plusieurs pays où la Banque mondiale intervient. Ils agissent par des mécanismes de performance, en disant que s'il y a des plaintes qui sont identifiées, il faut un temps raisonnable pour que ces plaintes soient gérées. Et donc, c'est un peu ce que vous faites à travers la radio communautaire qui parvient à interagir avec. Alors, d'autres questions? Oui, Maïmouna. Donnez-lui le micro. Ah, l'énergie. Ok. Alors, j'avais une question pour tout le monde. C'était à quel point vous utilisez le numérique pour les espaces de participation, sachant qu'aujourd'hui, l'intégralité, je vais dire, des populations urbaines utilisent ces outils-là, notamment les jeunes. Comment, au sein de vos organisations, vous réinventez la participation citoyenne à travers l'outil numérique? Excellent. Merci. Bonne question. Je pense que tous peuvent tenter une réponse, y compris le président. Comment le numérique peut être au service de la participation citoyenne. Aujourd'hui, on voit, par exemple, les jeunes. Au Sénégal, on sort du recensement, on dit 75% c'est des jeunes. Alors, ils sont très connectés. Les dames aussi sont très connectées. L'ensemble de la communauté est connecté. Comment est-ce que cette connectivité peut être au service de la participation citoyenne, aussi bien pour partager les besoins et les priorités que nous avons, mais également pour suivre ce qui est en train de se faire. Je circule de là à là-bas. Merci. Cotonou, comment vous faites? Nous avons d'abord au niveau du conseil municipal un forum WhatsApp présidé par le maire dans lequel se trouvent tous les chefs d'arrondissement, tous les conseillers municipaux. Et c'est un creuset d'échange entre le maire et ses élus. En dehors de ça, nous avons le site web de la ville que gère le directeur du système des informations de la mairie. Alors, si ce directeur ou quand il enregistre les plaintes venant de la population, il transfère cette plainte-là à la direction technique concernée. Je suppose qu'il enregistre une plainte sur le site web de la mairie par rapport au DALO ou à une DALET
ou des avaloirs, où il y a un trou, il informe le directeur des services techniques et tout en mettant en application le maire. Donc le maire est au courant d'une plainte de ses administrés ou d'un administré. Et le directeur, il revient maintenant au directeur technique concerné d'intervenir au plus vite. Oui, donc c'est la procédure. Alors, monsieur le maire, à Pékin, comment la connectivité, comment le digital et le numérique peuvent être au service Mais de formidable, c'est l'administration? un outil indispensable. Mon ancien président de la République, mon maître à pensée politique, maître Abdoulaye Wade, disait que l'analphabète du XXIe siècle, c'est celui qui ne peut pas utiliser donc, le clavier d'un ordinateur. J'ai échoué sur ce point-là parce que j'ai mis en place le site web de la commune. Mais l'ingénieur informaticien, en fait, m'avait arnaqué. Parce qu'il paraît que le site, vous l'hébergez quelque part, ou soit aux États-Unis, vous achetez. Ensuite, il m'a vendu ça très cher. Il parlait de 24 millions. Un étudiant sort de Pékin pour me dire, mais monsieur le maire, on peut le faire gratuitement. Et on est en justice avec l'ingénieur. Il a coupé la connexion, le site, avec tous les chapitres qui étaient, vraiment, c'était en construction, mais il a tout coupé. J'ai repris avec un autre partenaire, un jeune, qui travaille avec un leader politique à qui il a rendu très populaire à travers cette interactivité avec les jeunes dans les réseaux sociaux. Comme il est de ma commune, je l'ai obligé à travailler pour ceci. Lui aussi, il a commencé en tout temps, on l'a découvert, on l'a pris au ministère, il n'y a pas quelqu'un d'autre compétent pour le faire. Je suis en train de reprendre à zéro. Donc, vraiment, sur ce plan-là, j'ai réussi. Je vais commencer par la numérisation également de l'outil informatique. Aux derniers événements avec l'opposant au Sénégal qui a été emprisonné, le verdict est tombé, on a en fait dévalisé la commune. On a pillé la commune, il n'existe même plus de ressources matérielles, informatiques, rien. Au moment où je vous parle, il n'y a que les perrons à la mairie, dans tous les 24 bureaux. Il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de bureau. L'état civil actuellement, au moment où je parle, c'est dans mon domicile. Les populations viennent chez moi. Je fais un communiqué pour dire, venez chez moi, je vous donne les actes. C'est-à-dire, le numérique est extrêmement important, comme a dit Maïmouna, et c'est un outil de démocratie aujourd'hui qu'il faut utiliser. Mais la solution viendra vers la conclusion, la restitution du plan local de développement intégré. J'ai vu mon cher de Madagascar, on a même la même appellation, programme de développement local intégré et inclusif. Exactement les mêmes termes. Non, nous on a mis durable et inclusif. Durable, plan local de développement durable et inclusif. Et cette même appellation, au Sénégal on dit plan local de développement tout court, PLD. Moi je dis il faut inclure la notion de durabilité et la notion d'inclusivité. Et le titre c'est ça. Et l'objectif, la mission, le cœur de métier que j'ai donné à ce consultant, c'est de me sortir un système de gestion informatique, géographique. Il sera un outil d'aide à la décision et qui va inclure la mise en place d'un site informatique. Comme a dit monsieur le représentant du maire de Cotonou, nous avons un groupe WhatsApp avec le conseil municipal. D'accord, moi j'entre rarement, mais quand c'est important, je viens. Je donne des informations, parfois je les laisse débattre. Mais l'important c'est que tous les groupes WhatsApp de toutes les couches de la commune, le maire est membre. Les chefs de quartier, les badjanoukors, les ASC, leur collectif, l'école, la santé, toutes les structures. Moi, je suis un maire bilingue, hein, vous comprenez? Je suis un maire baïfal, très proche de sa population. On n'a pas ce problème. Mon numéro de téléphone, vous allez à Pékin Nord, vous levez vos yeux vers le ciel, vous verrez 77 506 43 40. On n'a pas ce problème. J'habite au cœur de la commune. C'est-à-dire, si la commune territorialement était le portable, j'habite juste au milieu, à l'épicentre. Dans le marché, et ce qui fait qu'il n'y a pas de problème d'accessibilité avec le maire. Je suis un maire noctambule, je reçois les gens, je reçois le téléphone. Vraiment, le numérique est un outil qui me permet d'informer sur tout. Et je termine sur une anecdote. J'avais un gosse qui me fréquentait parmi mes jeunes politiques. C'est un gosse qui utilise le WhatsApp, le Facebook, le TikTok. Quelque part, on s'est fâché. Il a allé soutenir un autre politicien. Et maintenant, son métier, c'est de se réveiller le matin pour aller dans la commune,
voir ce qui ne va pas et le partager dans les réseaux sociaux. Et chaque fois qu'il partage quelque chose, je dis, laissez-le. Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, il y a des tas d'ordures là-bas. Je dis, allez enlever. Il dit, maintenant, c'est lui qui me permet de régler tous les problèmes et il ne le sait pas. Je ne l'ai pas encore dit. J'espère qu'il ne va pas m'entendre. Mais je le laisse continuer et chaque fois qu'il signale quelque chose, je l'enlève. Et d'ici les élections prochaines, il n'aura rien à signaler. Merci, merci Michel le maire. Président, je vais terminer par vous. Est-ce que vous aurez le mot de conclusion? Pour Madagascar, il y a deux dispositifs pour la gestion des plaintes. Un dispositif mis en place dans les régions, au centre régional d'information et de communication. Et au niveau des services techniques déconcentrés, au niveau des districts, il y a des dispositifs districts pour collecter et pour analyser les plaintes. Ok, merci. Très bien. Albert? Oui, en République démocratique du Congo, avec la réforme de l'administration publique, il y a des directions standards qui sont imposées à tous les ministères. Parmi ces ministères, vous avez le NTIC, Nouvelle Technologie de communication de l'information. Donc, qui existe dans tous les ministères. Mais en ce qui concerne la territoriale, on est en train de travailler pour que toutes les collectivités, n'est-ce pas, soient connectées avec le ministère du gouvernement central de façon que les informations soient fluides et que les animateurs des entités territoriales décentralisées soient informés en temps utile. Je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce sens-là. Merci. Merci. Alors, Président, à vous la parole. Et ensuite, on va clôturer. Je vais faire 2 ou 3 points de synthèse et ensuite on clôture. Donc, vous pouvez... Oui. Je vais intervenir en tant que panéliste. Il y a une question qui m'intéresse. Que vous voulez poser? Ah. Bon. Possible. Oui, tout à fait possible. Alors, en fait, c'est pas une question... Et vous la posez à qui? Au président. Ah, d'accord, très bien. Comme il aura la parole, il va répondre. En fait, en réalité, c'est une dénonciation. On ne peut pas voir les collectivités territoriales et leurs organes exécutifs provenir du sud de l'Afrique, de l'Est, du centre. On vient à l'OIDP, une conférence internationale, et que j'ai l'impression qu'on est en train, dans les sessions, de tenir l'OIDP Afrique. Pour moi, cela ne détote pas d'une respectabilité. Nous avons l'OIDP qui est un cadre extrêmement important. Je voudrais que je ne sais pas, Monsieur le Président, si je vous interpelle, et le secrétaire général également, je crois que le bureau doit l'entendre. Le député secrétaire général, le maire de Rio et le maire de Bordeaux, que je félicite au passage, parce qu'on constate en Europe, les collectivités locales ont presque boycotté. On n'a pas 3 ou 4 maires qui sont venus de France, d'Europe. C'est ça mon point de dénonciation. L'exigence, c'est quoi? Si c'est ainsi que ça fonctionne, on doit imposer que le secrétariat exécutif doit impérativement revenir de l'Afrique. Parce que je constate que les Africains croient plus à l'OIDP que les autres. Donc, la place doit être importante. D'où la pertinence de terminer sur la nécessité, nous, maires d'Afrique, d'avoir ce réseau-là pour pouvoir traiter toutes les problématiques et nous prendre en charge avant de tendre la main à quelqu'un d'autre. Je vous remercie. Très bien. Merci, Monsieur le maire. Ce cri de cœur entendu. Monsieur le Président, je pense que vous avez un thème. Je pense que c'est une question pertinente qu'il vient de poser. Nous allons confier ce travail à Monsieur le secrétaire général de l'UIDP Afrique.
faut trouver des solutions. Tout à fait. C'est très important. Que je Et vais je voudrais- traiter avec la présidence. Hein. On va y Mhm. travailler. Et je pense Nous sommes que ouverts. quand on se retrouvera là-bas, Oui, au mois d'août, on viendra avec des propositions. oui. Je voudrais poser une petite question de curiosité. À Madagascar, M. Albert a parlé de 1600 et quelques communes. Comment le Madagascar en est arrivé là? Ce sont de petites communes, ou de grandes communes, ou bien quelle a été la méthode? La communalisation à Madagascar, comment ça s'est passé? C'est vrai que, oui, le nombre, vous êtes à 1695. 1695. 95, oui. C'est vrai que moi, quand j'ai quitté dans les années 2009, 2010, jusqu'en 2012, on était à 1400 ou 1200. 400, oui. Ouais, et là, on est passé à 1600, oui. La division des communes à Madagascar, c'est la volonté politique. Le Parlement a une loi pour les communes. Et 1695 communes se divisent en 4. Il y a des communes hors catégorie, communes urbaines de première catégorie, communes urbaines de deuxième catégorie, communes rurales de première catégorie et communes rurales de deuxième catégorie. Parce que Madagascar, c'est vaste, c'est à 587 000 km². Hein. 2 fois le Sénégal. Merci. Actuellement à Cotonou, le numérique est au cœur du développement de la ville. Il y a même un bâtiment qui est en construction pour abriter un pôle numérique à Cotonou. Donc, c'est une volonté politique du maire qui a décidé de travailler ici pour une visibilité, pour que la population puisse quand même porter leurs plaintes au niveau du maire. Nous sommes à la clôture de cette session. Vous avez des points à préciser avant qu'on nous donne le mot de fin. 2 ou 3 points de synthèse. Je pense qu'il y a eu des débats très enrichissants, des expériences très riches qui sont partagées. Je retiens 2 ou 3 points. Je ne peux pas revenir sur tout, mais au moins il y a 2 ou 3 points qui interpellent. Le premier, c'est de dire, si nous voulons faire la participation, c'est important qu'on diversifie les points d'écoute. C'est important qu'on puisse diversifier les points qui permettent aux citoyens de participer. Et ça, on voit en parcourant de l'Est au centre à l'Ouest que plusieurs dispositifs ont été imaginés et ont été mis en place. Et ça répond aussi de ce qu'on dit. Notre seule limite dans la décentralisation, c'est la limite de notre créativité. Tous les problèmes en décentralisation ont leur solution à condition qu'on soit innovant, qu'on soit créatif. Et ça, cette richesse d'outils qui sont imaginés, c'est assez intéressant. Deuxième point quand on regarde le thème, c'est de dire si nous voulons aussi restaurer cette confiance et si nous voulons aussi cette proximité que l'institution peut avoir avec le citoyen, c'est aussi important d'avoir des mécanismes qui permettent d'être à l'écoute des citoyens. Et cette écoute-là, je note qu'il y a plusieurs instruments mais celui qui retient le plus l'attention, c'est le maire lui-même et l'institution elle-même, vis-à-vis de son environnement socio-politique et économique, qu'il puisse interagir avec eux, qu'ils puissent être à leur écoute. Et ça, je pense que quand on regarde, les maires sont très forts sur ça. L'exemple du maire de Pékin en est une illustration. Et ce que je note également, et c'est un point qui peut-être s'est passé en filigrane dans les différentes présentations, c'est comment est-ce que les nouveaux outils ou les nouvelles technologies de communication peuvent être des supports pour pouvoir impulser et catalyser cette participation et cette écoute et cette interaction avec les citoyens. Et ça, c'est revenu en filigrane, mais avec la question de mémoire, ça a permis de l'amplifier et surtout d'avoir les points de vue des uns et des autres. Pour terminer, donner la parole au président pour la clôture, je voudrais vous remercier. Nous avions tenté d'avoir ce networking et faire dialoguer différentes expériences et j'en sors vraiment grandi
avec ces différentes expériences qui sont venues d'un peu partout en Afrique et qui ont tous à cœur d'améliorer la gouvernance, d'améliorer la décentralisation. Et je pense que ça rejoint aussi ce qu'on dit souvent que c'est par la gouvernance qu'on va résoudre les problèmes. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est des problèmes de gouvernance. L'accès à l'eau potable, c'est la gouvernance. La gestion des ressources minières, vous avez parlé des projets miniers, c'est la gouvernance. La gestion de la situation des enfants aujourd'hui qui sont en train de se jeter dans la mer par milliers pour aller en Europe à la recherche d'un Eldorado. Peut-être même, ils disent maintenant, la nouvelle filière, c'est où? Comment ça s'appelle? Nicaragua. C'est un problème de gouvernance. Hein? Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce que cette gouvernance peut être à l'écoute et comment est-ce qu'elle peut proposer des espaces pour que les citoyens puissent interagir. Et là où l'interaction va être le plus pertinente, c'est peut-être pas au niveau du sommet, mais c'est au niveau des territoires, puisque c'est par les maires que les problèmes de gouvernance et de développement seront résolus ou ne seront pas résolus. C'est par ces mots que je voudrais terminer en remerciant le président et en remerciant les différents panélistes. Merci. Président. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister à un networking de qualité. Et ceci grâce au leadership du secrétaire général de l'OIDP Afrique, M. Béchi Kanout. Et je vous prie d'ovationner quand même. Maintenant, je voudrais nous remercier tous pour la participation. Et je pense que l'OIDP sera un outil de développement de l'Afrique dans les prochaines années à venir. Je voudrais maintenant nous donner tous rendez-vous à Cotonou pour le mois d'août 2024. Je pense que la participation sera plus nombreuse. Il y aura un travail de proximité du secrétaire général qui va permettre à d'autres nations de nous rejoindre à Cotonou pour une très belle conférence. Je vous remercie. Merci, Président. Alors, on va vous rejoindre pour la photo de famille. D'abord pour les panélistes et ensuite avec tous ceux qui veulent se joindre à nous. Donc, 2 photos. Première photo pour les panélistes, deuxième photo avec le public. Merci.